Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop peur. C'est vrai que ça chauffe, c'est vrai que la tension monte de plus en plus. Nous sommes en pleine escalade. Ce que nous vivons est historique. Oui, ce sera écrit dans les livres d'histoire ce qu'on vit actuellement. Voilà les amis, aujourd'hui on va reparler un peu de ce qui se passe en Iran à l'heure actuelle, donc au Moyen-Orient, autour du détroit d'Ormuz et tout ça, mais sous un angle un peu différent de d'habitude, car on va s'intéresser aux alliés de l'Iran. Beaucoup estiment que voilà, ça agit très peu, voire pas du tout, que ça se défile, que on laisse les États-Unis faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc on va voir si c'est vrai, on va voir ce qui se passe en sous-bassement et ainsi de suite. Donc avant toute chose les amis, et avant que je n'oublie, franchement, hein, c'est pas pour faire le mendiant ou quoi, mais n'hésitez pas à liker à fond, partager, etc. Sachant que mes vidéos sur l'Iran sont shadowban à fond. Voilà, je vous le dis maintenant. Quand je fais des vidéos sur d'autres sujets, y compris sur l'affaire Epstein, je fais à l'aise les centaines de vues. Quand je parle de tout ce qui est autour du Moyen-Orient, Iran, Israël, la Palestine et ainsi de suite, là, ça fait vraiment très peu de vues. Donc voilà, je vous invite à soutenir mon travail. On commence, comme je le disais dans mes précédents podcasts sur cette guerre-là. Effectivement, Trump s'est mis dans de beaux draps. On a eu hier des avions américains détruits, sachant que c'est pas la première fois durant cette guerre. Il y a eu, il y a 2 semaines de ça, un F-35 abattu déjà. Donc là, on a eu 2 ou 3 avions américains, donc des avions de chasse de l'US Air Force qui ont été abattus et il y a un des pilotes qui s'est échoué en Iran et qui est maintenant activement recherché par les autorités iraniennes. Alors imaginez déjà les conséquences, à quel point une capture pourrait peser dans les négociations si jamais la capture est faite, sachant que l'opinion publique américaine est euh, totalement, enfin quasi totalement défavorable à cette guerre. Hein, Trump, il a beau souffler le chaud et le froid pour gagner du temps, voilà, donner des petites, euh, euh, dire de temps en temps que les négociations avancent bien, et ainsi de suite pour pouvoir faire baisser les cours du pétrole qui se sont envolés bien au-dessus de 100 dollars désormais, que ce soit le coût du Brent ou du brut. Voilà, dans les deux cas, le prix du baril est désormais au-dessus des 100 dollars. On est aux alentours de 110 dollars maintenant. Malgré les déclarations de Trump, au début de la guerre, oui, ça pesait, il arrivait à faire baisser les cours. Maintenant, c'est de moins en moins le cas, on voit que finalement, les gens croient de moins en moins en sa parole, à juste titre selon moi. Il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis, comme je l'expliquais, voilà, la guerre au Moyen-Orient, ça a un impact sur l'économie, ça a des conséquences à la fois en termes de stagnation de l'économie, en termes d'inflation. On risque une grosse stagflation. C'est pas bon pour les marchés américains et dont dépendent les retraites du consommateur américain. Il faut dire que la politique de Trump depuis le début de son second mandat a plutôt été favorable aux puissants aux États-Unis, aux producteurs américains. Oui, quand il a fait, par exemple, euh, ces, ces, euh, ces taxes, il y a un an pile, à peu près, c'était en avril 2025, ça avait déjà fait chuter donc les marchés américains, ça a mis déjà le peuple américain dans la rue pour manifester et ainsi de suite, comme maintenant. Et ça n'avantageait pas les Américains parce que il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont une chaîne de production qui se situe en dehors des États-Unis, qui est voilà, on est dans une économie ultra mondialisée maintenant. Une même entreprise peut fabriquer, peut avoir des composants en Chine, faire l'assemblage en, je sais pas moi, en Afrique. Je dis des conneries, hein. Puis voilà, concevoir le produit aux États-Unis même, le vendre aux États-Unis.
en Europe, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça avantageait même pas tous les producteurs américains. Oui, les GAFAM, eux, ça ne les avantageait pas. Par contre, oui, les entreprises petites et moyennes, peut-être. Peut-être et encore. Mais le consommateur, lui, par contre, le consommateur américain, qui constitue la majorité du peuple, lui, il était totalement lésé par cette politique. Ça a remis en cause ses retraites aussi, parce que ça avait fait chuter les cours. Et en fait, ce qui se passe au détroit d'Ormuz s'inscrit dans la même veine. Quand tu regardes bien, un pétrole fort, ça favorise la production aux États-Unis, vu que les États-Unis ont du pétrole, mais ça ne favorise pas le petit, voilà, l'américain moyen, en fait. Donc Trump est quand même une fraude pour toutes ces raisons-là. La trahison des MAGA continue. Là, ces dernières nuits, on a eu toute une vague de licenciements de hauts gradés de l'armée américaine. J'en ai noté quelques-uns, pas tous parce il y en a pas mal, mais on a eu par exemple le général Randy George, qui est chef d'état-major de l'armée de terre. On a eu donc la démission du général David Hodge, donc qui est chef du commandement des transports. Sachant que ça ne touche pas que l'armée, il y a eu la démission de la 97e procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi. Tout ça à l'instigation de Trump et de son ministre de la Défense, secrétaire à la Défense, là-bas c'est comme ça qu'on dit, donc Pete Hegseth. Donc ce Hegseth, c'est un taré. Voilà, pour te la faire courte. C'est un évangélique, tout ce qu'il y a de plus pro-sioniste, néoconservateur, millénariste, pro-sioniste et tout ça. Il a dit publiquement qu'il voulait la reconstruction du temple de Salomon, donc à Jérusalem, à la place de la mosquée Al-Aqsa. Donc il veut l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe en fait, hein. Voilà, il l'a dit publiquement. Il a même des tatouages au corps qui rappellent les croisades, voilà, qui sont des références aux croisades. Bref, c'est même quelqu'un qui a été condamné pour violence aux femmes, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est quelqu'un de taré qui est ministre de la Défense de la première puissance mondiale, hein. Euh, et en fait, moi, plus on avance dans cette guerre, dans ce deuxième mandat de Donald Trump, plus je me dis que c'est pas déconnant de penser que tout cela peut se terminer aux États-Unis par une guerre civile. Une guerre civile entre donc souverainistes américains de tradition isolationniste et néoconservateurs ultra-interventionnistes évangélico-sionistes là, dont Trump a voulu faire la jonction maladroite. Voilà, il a voulu faire la jonction entre ces deux mouvements-là. Je pense que ça peut très mal finir si la guerre s'éternise et c'est parti pour. Sachant qu'en plus de ça, en plus des problèmes internes aux États-Unis, bah, les États-Unis se fâchent avec leurs principaux alliés. Ben, déjà la France. Trump s'est moqué une fois de plus dans ses déclarations du couple Macron et Brigitte en disant que Macron se faisait battre par sa femme. Et il nous l'a fâché. Enfin, il nous a enfin fâché Macron. Macron, voilà, qui désormais déjà il a répondu verbalement à Trump en disant que voilà, grosso modo, hein, c'est pas au mot près, mais voilà, un président ne doit pas parler comme ça. Voilà, c'est malvenu et ainsi de suite. Et puis, il s'est arrangé avec l'Iran. Maintenant, les navires français ont le droit de traverser le détroit d'Ormuz. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est bien et ça fait du bien d'être fier, pour une fois, de ce que fait la France. Moi, je ne demande que ça. Je crois que... Alors, tu sais, ça fait... Alors oui, j'ai eu une grosse période de pause où j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait quand même depuis 2018 que j'ai fait des vidéos. J'ai fait mes premières vidéos en 2018. Et je crois que depuis 2018, c'est la première fois que je suis fier d'un truc que fait la France.
Ça se fête quand même. Hein. Donc, et il y a ça déjà. Trump qui en plus multiplie les déclarations sans queue ni tête à l'égard de ses propres alliés. Il s'est foutu de la gueule de Macron, comme il s'est foutu de la gueule, c'était il y a une semaine, de MBS, en disant publiquement qu'il lui lèche le derrière. Je vais éviter d'employer les mots vulgaires parce que déjà que mes vidéos sont un peu censurées, elles font très peu d'impression quand je parle de l'Iran. Je vais éviter les mots vulgaires. Donc, contrairement à ce que je disais dans mon précédent podcast, désormais, oui, tu peux m'écouter avec tes enfants. Même si je pense que tes enfants s'en foutent un peu de ce qui se passe en Iran. Je pense qu'il vaut mieux les laisser profiter de leur enfance, hein, qu'ils s'amusent un peu. Mais voilà, Trump se fâche avec ses principaux alliés. Les États-Unis ont de plus en plus le rôle du méchant, alors qu'il y a quelque temps on diabolisait encore l'Iran, le fameux régime des mollahs, qui est contre la liberté des femmes, bien sûr. Et du coup, qu'en est-il? Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Donc, qu'en est-il justement de la Chine, de la Russie, de l'Algérie? Alors, je ne sais pas si vous avez vu la couverture hebdomadaire du magazine The Economist, mais pour ceux qui l'ont vu, quel était le titre de cette couverture? Bon, je ne suis pas en live, je suis en podcast, donc personne ne peut me répondre, du coup je vais répondre moi-même, mais peut-être que tu l'as la réponse. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. N'interromps jamais ton ennemi quand il commet une erreur. Voilà. Voilà pourquoi la Chine ne fait rien. La Chine sait tout ce dont je te parle. Si moi je suis capable de te dire que les États-Unis risquent une guerre civile, les États-Unis s'isolent tout seuls, ce qui se passe au détroit d'Ormuz, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, euh, économiquement parlant, voilà, ça remet en cause le système du pétrodollar. C'est en yuan que la monnaie chinoise, que désormais le pétrole iranien est acheté. La Chine n'a aucune raison d'intervenir. La Chine qui observe, hein, par satellite et ainsi de suite, comment se déroule la guerre, pour préparer sa guerre à elle, pour Taïwan, plus tard. Pas maintenant, je pense. Quoique, on ne sait pas. Mais la Chine, eux, c'est sur le temps long qu'ils s'orientent, pas sur quelques semaines. Les Chinois ne jouent pas au poker comme Trump. Les Chinois, ils jouent au Go. Le jeu de Go, c'est un jeu de patience. Pire que les échecs. Aux échecs, il faut prendre le roi. C'est plutôt les Iraniens qui sont des échiquiers. Les Iraniens, oui, qui sont en guerre actuellement. Mais les Chinois, c'est le jeu de Go. C'est pas tu prends le roi et t'as gagné. Non, c'est savoir encercler l'ennemi. C'est gagner sans même faire la guerre. C'est ça la culture stratégique chinoise, enseignée depuis l'époque de Sun Tzu, l'art de la guerre. Donc, ne t'inquiète pas, les Chinois, ils sont là. Ils sont là, ils donnent des informations à l'Iran, ils continuent de leur acheter du pétrole, ce qui est quand même une source de revenus pour l'Iran. Et tout comme pour la Russie qui, comme je l'ai dit hein, dans d'autres podcasts, tu auras donc la- le lien donc en haut à droite de ton écran normalement. Euh, la Russie, elle est très avantagée par ce qui se passe, avec le prix du baril qui est remonté à plus de 100 dollars. La Russie qui est dans une guerre qui s'éternise face à l'Ukraine et qui peut désormais financer ça très facilement, sachant que l'embargo mis contre la Russie par les États-Unis a été levé, il me semble. N'hésitez pas à me confirmer ou infirmer ce que je dis en commentaire. Je peux me tromper sur une ou deux infos, mais ça ne change rien à l'analyse de fond de toute façon. Voilà, la Russie, elle est grande gagnante. C'est bien pour Poutine de voir s'enliser comme ça dans une guerre les États-Unis.
Plus, la Russie est même plus avantagée que la Chine. Parce que la Chine, au bout d'un moment, si l'escalade se poursuit, qu'il y a une opération terrestre en Iran et notamment sur l'île de Karg, et que ça incite l'Iran à vraiment miner le détroit d'Ormuz, ça remettra en cause quand même l'approvisionnement en énergie dont est tributaire la Chine. D'ailleurs, les Chinois ont commencé à gueuler. Ils viennent à peine de commencer. Et de dire que voilà, faudrait que la guerre s'arrête, faudrait trouver un accord et ainsi de suite. Mais la Russie, ce n'est pas le cas, hein. La Russie, mais pourvu que ça arrive, hein. Mais vraiment. Et c'est aussi le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est aussi un pays pétrolier et surtout gazier. Ils sont en train de négocier un nouveau gazoduc avec l'Italie qui irait directement vers l'Italie, justement, sans passer par la Tunisie. Ils sont en train d'affirmer leur position comme principal fournisseur gazier à l'Espagne, sachant qu'ils fournissent déjà 45,2% du gaz à l'Espagne. Là, ils ont fait une petite remise de 12% pour justement récompenser la position courageuse de Pedro Sanchez, hein, le chef d'État espagnol, qui a été le premier Européen à avoir dit non à Trump, à lui avoir dit que voilà, notre pays il ne te servira pas de base militaire, on n'a rien à voir avec cette guerre, et ainsi de suite. Donc voilà la position de l'Algérie que beaucoup de gens ne comprennent pas, que beaucoup d'Algériens même ne comprennent pas. Il y en a qui sont encore dans le clivage sunnite-chiite et qui sont contents quand l'Algérie affirme son soutien de manière diplomatique aux pétromonarchies et qui détournent l'info et la reprennent à leur compte, comme quoi, ouais, ce serait euh, un parti pris pour les pétromonarchies contre l'Iran. Non, non, non. Et dès le début du conflit, la position de l'Algérie a été exprimée de manière très claire, condamner la guerre américano-israélienne face à l'Iran, tout en condamnant les frappes sur les territoires des pétromonarchies, non pas par solidarité avec les pétromonarchies, mais parce que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, il y a une guerre froide qui se joue au sein du monde arabe entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'Algérie, qui voit d'un mauvais œil l'influence des Émirats en Afrique, notamment au Mali, s'est rangée du côté de l'Arabie saoudite. Et du coup, si tu te souviens, au début du conflit, l'Algérie a passé des appels téléphoniques pour affirmer son soutien à chaque pétromonarchie, sauf aux Émirats. Donc c'est dans ce cadre-là. En fait, il y a plusieurs enjeux en un seul. D'accord? On est en plein contexte de rapprochement entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Cette guerre en Iran a éclaté dans ce contexte-là. Ok? Donc l'Algérie n'a pas intérêt à trop pencher d'un côté ou de l'autre. S'il n'y avait que les Émirats qui avaient été frappés par l'Iran, je peux te garantir que l'Algérie n'aurait fait aucun communiqué. L'Algérie aurait simplement condamné la guerre contre l'Iran, mais pas les frappes sur les bases américaines aux Émirats. Là, comme il y a le contexte de rapprochement avec l'Arabie saoudite, l'Algérie est obligée d'agir ainsi. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Ok? Beaucoup ne comprennent pas la diplomatie, beaucoup ne comprennent pas que autour d'une guerre s'arc-boutent plusieurs autres enjeux qui, de prime abord, n'ont rien à voir, mais en fait, il faut bien comprendre qu'on est dans un monde interconnecté où tout est lié désormais. Raison pour laquelle c'est toujours utile de s'intéresser aux guerres qui ont lieu très loin. Hein. Cette guerre en Iran, ben, elle est sur le point de provoquer une nouvelle grosse crise économique. L'économie, elle est mal déjà, hein. C'est un problème systémique, mais dont la guerre en Iran va accentuer et va servir d'élément déclencheur. On risque de connaître une stagflation. On risque de vivre un nouveau confinement. Mais cette fois, pas pour des raisons sanitaires, mais plutôt pour des raisons énergétiques.
Ça commence à être le cas dans certains pays. Regardez le Vietnam par exemple. Voilà, je n'en dirai pas plus dans ce podcast parce que c'est pas le sujet. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet-là plus économique et tout, notamment sur mon autre chaîne Max Invest, dont tu as le lien dans la description. Euh, mais en tout cas, voilà tout ce qui se joue. Et comme je te le disais, Trump est en train de retourner le monde entier contre son pays. Faut bien savoir que là, dernièrement, la France, la Russie et la Chine, conjointement, ont bloqué une initiative soutenue par les pays arabes au Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire au détroit d'Ormuz. Bon, quand on est... Voilà, les pays arabes en même temps, même après ce qu'a dit Trump sur MBS qui lui lécherait le derrière, bon, les pays arabes continuent à servir de chiens. Ben, peut-être que Trump a raison de les traiter comme ça. Quoi qu'il en soit, les amis, voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, c'est pas pour insister, mais mes vidéos sur l'Iran sont censurées, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le contenu vous plaît. Commentez aussi, dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas. Moi, je suis ouvert au débat sur ma chaîne. Et, euh, donc voilà, et bah, vous retrouverez aussi donc, mon précédent podcast sur l'escalade, où j'ai été très précis sur l'escalade à Hormuz et où j'ai fait de la prospective là-dessus. Donc tu as le lien là sur ton écran. Et je te dis à bientôt. Allez, bye.